Oui, il est là, oui. Ouais, très sympathique. Il a une belle tête de vainqueur. Non, t'inquiète pas, si je peux pas ce soir, je te l'amène la semaine prochaine. Salut. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours à Berlin en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fouad, heureux de te retrouver dans ce studio qui commence à accuser les poids des années, puisque pas entretenu. Nouveau format du podcast d'IM, puisque nous allons faire ce que j'appelle moi sur la chaîne YouTube une vidéoscopie ou fiscaloscopie. On va s'intéresser à une vidéo en particulier, puisqu'il a fait le tour un peu, que ce soit Legend, que ce soit La Martingale. Donc il est passé sur les plus gros podcasts français pour sortir à peu près un discours similaire. Et on va s'intéresser à la vidéo de Mounir Lagoon, le PDG de comment ça s'appelle ? Finari. De Finari. Quand il est passé à la Martingale, le sujet c'est comment s'enrichir en France, avec une couverture indiquant faut-il fuir la France. Le but de cette vidéo est donc d'apporter nuance à un discours. Je l'ai déjà corrigé sur ma chaîne YouTube. Et même correction, plus que de la nuance. Correction parfois. Correction. J'avais déjà corrigé un contenu de Mounir sur la chaîne quand il parlait de LMNP, il me semble, avec un autre, sur l'immobilier. Ici, le but, c'est de le faire avec Fouad, en duo, apporter le maximum de nuances, de corrections, de conseils et de valeurs. Également, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à réserver un audit stratégique avec Fouad pour déterminer votre stratégie patrimoniale, corriger les erreurs si erreurs il y a, et déterminer un plan de route personnalisé vous permettant d'atteindre des objectifs ambitieux. D'ailleurs, Fouad, je vais te partager un texto que je viens juste de recevoir. Donc ça fait presque storytelling. Je sors mon téléphone, bien évidemment, il ne me reconnaît pas. Alors, je sors de l'audit de Fouad. Il a su me rassurer dans la stratégie et dans la vision, m'a permis de définir clairement mon amplitude d'achat unitaire. Maintenant, il faut y aller, mais je suis rassuré d'être entouré de gens comme vous. Je n'ai pas eu cette chance avant et je sais maintenant qu'on va faire de belles choses ensemble. Merci à toi, Hugo. Merci à toi, Fouad. Donc, je pense que ce matin, tu devais avoir un coaching. Ouais, je me souviens très bien, évidemment, de cet audit. Morgan était très motivé, très discipliné, dans le sens où il a été immédiatement dans l'acceptation de toutes les corrections à mener pour pouvoir en fait atteindre son bel objectif, sa belle ambition. Et je lui dis évidemment, il est entre de bonnes mains et nul doute qu'il atteindra son objectif parce qu'avec un tel état d'esprit, ça c'est important parce que l'état d'esprit est quand même la base de toute stratégie ambitieuse. Et petite information pour ceux qui sont sur Patrimoine Exponentiel, il faut aller, lorsque vous êtes sur votre... beaucoup de gens l'utilisent avec l'application. Quand vous allez sur l'ordinateur, vous avez le lien à droite pour réserver un audit avec Fouad. Directement, utilisez ce lien dans la communauté et ça vous permettra de profiter de 30% d'économie dessus. Donc, n'hésitez pas à l'envahir de notifications de réservation. Ça vous permettra d'avoir un second regard. Également, c'est important d'avoir un second regard et d'avoir un plan de route personnalisé. Et pour ceux qui ne sont pas encore sur Patrimoine Exponentiel et qui ont l'ambition, comme Morgane, de bâtir un patrimoine ambitieux et passer à l'action massivement, vous pouvez déposer votre candidature en suivant le lien sous la vidéo et réserver un appel offert pour qu'on étudie ensemble votre dossier. Également, pour les autres, vous trouverez un lien pour s'inscrire à une conférence en ligne où on va parler d'enrichissement et comment on crée du capital via l'immobilier et les techniques à déployer précises. Et on ne va pas parler d'ETF comme dans la vidéo. Donc c'est entièrement gratuit et tu n'auras pas besoin d'attendre d'être à l'EHPAD pour profiter de tes rentes. Rentrons dans le vif du sujet après ce moment publicité. Fouad, je t'ai partagé cet épisode. Je te laisse parce que généralement c'est moi qui passe, c'est moi qui vais nuancer, qui vais être gentil, je pense. Alors non, tu vois, là, ta première remarque est intéressante parce qu'il ne s'agit pas d'être méchant, il s'agit d'être juste. Est-ce que je peux lire le texto ? Vas-y, oui. Tu sais, je t'avais partagé ça sur WhatsApp.
Je t'ai partagé ça sur WhatsApp en disant tiens, un sujet de podcast. Oui. Il m'a dit j'en peux plus, ça fait 25 minutes à écouter cette merde. Je vais en parler. Ouais. Il y a un moment donné, ça a été un supplice. J'ai été obligé de couper la vidéo parce qu'intellectuellement, avec mon niveau d'exigence, ça devient insupportable en fait d'assister à, j'allais dire, la McDonaldisation de l'information, ce fast-food informationnel bas de gamme où on vient gaver en fait une population de plus en plus importante qui a l'ambition de s'enrichir. Et je dois accorder plusieurs choses. En premier point positif, le parcours de Mounir est remarquable. En plus, c'est un double parcours linguistique, allemand et français. De ce que j'ai compris également, un papa algérien. Donc, il y a quelqu'un qui a lancé une belle boîte, qui a décollé. Et ça, évidemment, c'est totalement respectable. On ne parle pas de la personne, on va parler non, mais bien sûr, mais en introduction, si tu veux, c'est bien de dire aussi que on peut s'attaquer aux idées, aux conseils bidons, aux conseils contre-productifs, et respecter la personne. Et on peut respecter un parcours. Je pense que bâtir un agrégateur, faire exploser une chaîne YouTube, je pense qu'il est très compétent, il est très pédagogue. Maintenant, s'enrichir par le biais de l'économie réelle, en allant flirter avec les banques, en investissant, etc. Là, je pense qu'il est très mauvais dans ce rôle-là. Et la problématique, c'est qu'on a une confusion totale parce que la plupart des gens n'ont pas de discernement, n'ont pas le discernement nécessaire, si tu veux, pour pouvoir en fait ventiler, tamiser, trier en fait ce qui est dit, le bon grain de l'ivraie. Saint Matthieu, ça te parle ça? Séparer le bon grain de l'ivraie. Non. Non, ça te parle pas? C'est une expression en fait française qui est issue en fait d'un extrait biblique. Oui, de Saint Matthieu. Voilà, tout à fait. Donc les gens n'ont pas, malheureusement, beaucoup de gens manquent de discernement. Et ce que moi j'aimerais qu'on apporte, c'est vraiment de la clarté sur... Et en plus, alors, il n'y a pas une vidéo, mais il y a 2 vidéos. Du coup, moi j'ai dû me taper une deuxième vidéo qui portait quasiment exactement le même titre. Alors, la première vidéo, elle est chez Mathieu Stéphanie. Et la deuxième vidéo, donc la première, c'est comment s'enrichir en France. Et la deuxième, c'est chez Mathieu Louvet, qui est un CGP, non? Je sais pas, je crois qu'il a une chaîne qui traite de la bourse. Il avait fait une très bonne vidéo sur les intérêts composés. Et on s'apprêtait à faire la même en plus, donc du coup, enfin, à traiter le sujet. À traiter le sujet, mais sous un angle différent. Puisque... Voilà. Comment vraiment devenir riche en France. Donc, moi, ça tombe bien, même si Hugo a du mal à le croire. Mais actuellement, j'écris le livre, je consacre des centaines d'heures là-dessus, sur ce que j'appelle les sciences de l'enrichissement. Et en fait, le contenu, il est tombé pile poil, et malheureusement, en fait, pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que on a 2 titres qui promettent énormément, donc devenir riche. On ne parle pas des 4 000 € par mois, selon la définition de François Hollande. On ne parle pas de ça. On parle de devenir riche en millions d'euros. Le top 1% des Français, c'est 2,2. Le top 0,1% des Français, c'est 7,6, 8 millions à peu près. Donc, l'idée, c'est que ça tombe bien parce que... alors, je ne dis pas que je suis le meilleur, hein, évidemment, mais... Je te rassure. Merci pour les encouragements. C'est pas pareil quand quelqu'un qui a passé des milliers d'heures à analyser un sujet n'a pas la même vision et la même perspective, analyse. Voilà, vision, n'a pas le même niveau, le même degré de profondeur en fait d'analyse dans le sujet que quelqu'un qui va gober, parce qu'on va le voir, il y a quand même des énormités qui ont été sorties, et je me demande en fait comment on peut sortir en fait des conneries de ce calibre. Donc il faut savoir que en fait c'est une des libertés qu'on a sur le podcast et qu'on veut conserver, cette indépendance et le fait qu'on ne soit pas obsédé par le nombre de vues. Alors bien évidemment, quémandez-nous quelques likes et quelques partages. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes. Ami, si tu nous écoutes. J'ai vu un épisode avec Franck Nicolas hier et j'étais très touché, vraiment. Son père, donc il est né au Maroc, son père a mis 60% de son salaire, qui n'était pas énorme, pour leur payer le lycée français. C'est énorme, tu vois. Pour ça, j'ai beaucoup de respect par rapport à sa trajectoire.
pour revenir à notre sujet, c'est qu'on va pouvoir apporter de la précision, on va pouvoir apporter de la contradiction, parce qu'il y a des choses qui sont, notamment pour des personnes qui appliqueraient ces conseils, on va le diviser en plusieurs parties. Et un petit mot là-dessus, il n'y a jamais de contradiction en fait. Quand ils vont sur des podcasts, tu n'as pas de contradicteur. Mais pas contradicteur pour contredire. Tu n'as pas de contradicteur capable de corriger une erreur. Tu peux pas me laisser finir ma phrase? Vas-y. T'as cru que c'était Alec Henry qui... Le petit Suisse. Au lait pasteurisé. On va se concentrer, comme on l'a dit, pas sur la personne, mais sur ce qui a été dit. Rentrons dans le vif du sujet et avant tout sous une forme introductive. Tu as dit que ça avait été un supplice intellectuel. Ouais. Pourquoi? Alors, pour moi, si tu veux, le contenu que j'ai vu, c'est il y a beaucoup de confusion en termes de niveau d'analyse. Il y a une obsession de micro-économie. Il y a des promesses statistiques projetées qui sont totalement incertaines. Et si tu veux, il y a un moment donné, je suis tombé assez rapidement sur, j'ouvre les guillemets, allez prendre la tête à votre banque pour 5 €, les riches le font. Donc, sous prétexte que les riches le feraient, alors que ces derniers en fait font exactement l'inverse, c'est-à-dire nourrir le PNB, donc le produit net bancaire, c'est-à-dire la profitabilité du client vis-à-vis de l'établissement bancaire. Un riche, il est obsédé par plusieurs choses, par accéder à de la monnaie, à du crédit, ça c'est le premier point, et plus il a du capital, plus il est obsédé par cette question, et il est obsédé par une deuxième chose, qui est la préservation de son capital. Donc, dire que les riches, en fait, vont aller prendre la tête à la banque. Si tu veux, une banque, je pense que ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est que tu viennes lui prendre la tête pour 5 €. Et en fait, il dit bien 5 €. Je mettrai l'extrait. C'est tout le temps sur le podcast de Stéphanie. Là, on est sur le podcast de Stéphanie. Après, on va pas forcément ventiler sur les deux podcasts, mais ça, c'est sur le podcast de Stéphanie. Et premier point, simplement, ça traduit un manque total d'intelligence bancaire et même d'intelligence relationnelle. Les riches, ils font pas ça. Non, mais mais c'est ce qu'il affirme. Oui, c'est ce qu'il affirme. C'est ce qu'il affirme, en fait. Comme s'il Donc, en moyen, comment s'enrichir en France? D'abord, je pense aller prendre la tête à ton banquier pour 5 €. Je pense déjà que si tu as Bernard Arnault qui arrive à la banque, je pense qu'on lui offre la carte bleue. Tu vois. Moi, j'ai un compte bancaire sur une société de marchand de biens. J'ai fait deux belles opérations. Pour l'instant, il y a du capital, je suis en attente. Je suis prélevé tous les mois de 79 € de frais de gestion de compte. Il n'y a aucun mouvement. C'est totalement abusif. Et à ton avis, qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Rien du tout. Ben, à la fin, j'aurais lâché un ticket de 1 000 €. Mais là, comme je m'apprête à lancer mon Blitz Patrimoine 2, évidemment, je ne vais pas aller froisser mon partenaire bancaire qui détient une licence bancaire et donc la capacité d'autorisation, le monopole de créer du crédit pour 1 000 €. Et donc le raisonnement, a fortiori, pour 5 €, c'est-à-dire une stratégie de gain petit. Et je rappelle, devenir vraiment riche en France, ça n'a ni queue ni tête. C'est totalement absurde de lâcher ça. Alors, c'est marrant parce que, et on en parlait juste avant en off, je suis sur la restructuration de PX sur une nouvelle version. Et sur la première version, je prenais un exemple, j'ai une carte bleue Société Générale Visa Infinite. Quand j'ai créé PX, je ne l'avais pas retirée de la banque. C'est-à-dire qu'elle est restée pendant 2 ans dans le tiroir de la banque. Elle a été renouvelée. Et la nouvelle est toujours chez eux. Et c'est une carte que tu payes avec un forfait, c'est le forfait le plus haut qui s'appelle Jazz chez Société Générale, qui doit être à 40 ou 50 balles. C'est-à-dire que grosso modo, j'ai balancé par la fenêtre 1000 balles. J'ai en plus mis sur un produit d'investissement auprès de cette banque parce que le banquier m'avait appelé en décembre. Quand le banquier t'appelle en décembre pour savoir si tu peux mettre une somme sur un produit... tu peux l'arranger sur ses quotas. Sur ses objectifs. Sur un produit, mais qui rapportait rien, même à mon avis, c'était de la merde. Même un conseiller en gestion de patrimoine devrait faire mieux, quoi. Mais ça, je l'ai fait. Par contre, il y a une délégation de 2,5. Ça change tout. Ça change les règles du jeu de l'argent. Et pourquoi je le fais et tu vois, Noël, j'ai envoyé une bouteille de champagne à 160 balles, quoi.
Mais le jour, même Ça, si c'est de l'intelligence bancaire. même si c'est pas le meilleur banquier, pas la meilleure banque, mais je suis bien content en backup. Tu vois, par exemple, sur un truc tout bête, sur un retrait de conditions suspensibles d'obtention de prêt sur une grosse opération. Je sais que le mec, il peut suivre. Bien et sûr. je saurais lui rappeler, quoi. Donc, Alors, j'aimerais commencer en fait sur une règle sociologique, sur ce que j'ai observé en fait. Si tu veux, des gens comme Mounir, ce que je qualifie quand même d'influenceurs, influenceurs de masse. Du contenu comme ça, j'en ai écouté des centaines. En fait, je constate, d'un point de vue purement sociologique, plus on a de visibilité sur les réseaux sociaux, plus le contenu tend à être médiocre. Et en fait, ça, c'est vraiment la règle des réseaux sociaux. Quand tu as des gens qui ont 500, 600 000 abonnés, tu vois, ça colle avec la psychologie des foules, avec l'idiocratie dans laquelle on est. L'idée, c'est que plus tu racontes de la merde, plus tu joues sur le côté gagne petit, etc., plus tu as des raisonnements basiques, même s'ils sont faux, approximatifs, plus tu ratisses large, plus ça fonctionne. Donc ça, si tu veux, cette quête de visibilité qu'ont ces individus, ces influenceurs, en fait, ça les pousse à vraiment raconter tout et n'importe quoi à partir du moment où le packaging, l'emballage est séduisant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur cette première règle, en fait, sauf exception, évidemment. Sauf exception, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu de l'influence n'est pas le jeu de la valeur. Bien sûr, mais ils prétendent vendre de la valeur. Ils prétendent vendre de la valeur, mais ils prétendent la vendre à la masse. Et pour 98-99%, tu as dit le 1% des plus riches, c'est 2,2 millions. Pour 99%, c'est plus important d'aller économiser 5 € sur la carte bleue que créer 2,2 millions. De toute façon, ils n'y arriveront pas avec les techniques qu'ils partageaient dans ces précédentes vidéos. Si tu veux, alors moi, en fait, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que tu as beaucoup de commentaires positifs. J'ai pas regardé, ouais, c'est pas moi bête, j'aime bien regarder les commentaires. En fait, tu as beaucoup de commentaires très positifs. Et ça, en fait, ça contribue à maintenir les gens dans une forme de pauvreté. En fait, quand tu as un niveau de lucidité qui est proche de zéro et que tu t'aperçois pas en fait que le type est en train de raconter tout et n'importe quoi et que ses solutions, en fait, ses conseils sont contre-productifs, bah, ça fait qu'il y a cette forme de médiocrité financière qui est très connue également chez les Français, qui ont un niveau d'éducation financière qui est relativement bas. Et il y avait un commentaire que j'ai trouvé très intelligent. Le gars, en fait, expliquait, au bout d'un moment, en fait, on répète juste les mêmes basiques, donc DCA, ETF. J'ai l'impression de ne plus apprendre grand-chose. Et, c'est quoi le nom du... C'est un gars qui a fait un commentaire sur la deuxième vidéo, mais l'idée, simplement, c'est de dire des gens qui ont 500, 600 000 ou 1 million d'abonnés, laissez tomber. Vous n'apprendrez rien. Leur contenu est dominé par le marketing. Il n'y a aucune profondeur dans ce qui est dit. Il n'y a aucune profondeur recherchée. C'est rarement des gens qui se sont enrichis en flirtant avec l'économie réelle. Ça, c'est très problématique. Moi, je vais simplement donner 6 blocs. Je les ai extraits de mon livre. 6 blocs. Et je pense que pour beaucoup, ça va être la première fois que vous entendez ça. Les sciences de l'enrichissement, devenir riche en millions d'euros, en France en tout cas. Les 6 blocs, ce sont les suivants. Il y a un premier bloc qui concerne en fait les leviers, dont le levier bancaire. Donc ça nécessite des compétences monétaires. Ça, c'est le premier bloc. Il y a la sociologie de l'argent, la psychologie de l'argent, ça c'est fondamental. Apprendre à se connaître, son rapport à l'argent. La psychologie de l'investisseur, elle est également fondamentale et déterminante. Il y a une petite composante psychologie sociale qui est également très importante. Ensuite, il y a un gros bloc qui concerne l'asymétrie d'information. C'est également un bloc qui Yann a fait une excellente vidéo dessus. Je ne sais pas si tu l'as regardée. Non, je n'ai pas regardé. Tu regarderas, elle est très intéressante sur la symétrie et l'asymétrie. Je regarderai. Donc, l'asymétrie d'information est un bloc important de l'enrichissement. Évidemment, l'investissement, l'entrepreneuriat est un autre bloc.
Et il y a un dernier bloc, c'est la théorie des jeux appliquée à l'argent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en interaction avec tout le monde. Un joueur, un investisseur, est en interaction avec un autre joueur ou avec une banque, avec une administration, etc. Donc, déjà, quand on n'a pas un seul mot sur quasiment ces 6 blocs qui constituent les sciences de l'enrichissement, quand tu n'as pas un seul mot là-dessus sur une vidéo d'1 heure et une deuxième vidéo d'1 heure, il y a un problème. Donc premier point. Ensuite, je vais te donner en fait alors ça, c'est ce que j'ai relevé. Il y a un moment donné, on pose la question à Mounir, quels sont les principaux leviers pour devenir riche ? Et là, la réponse, je me suis dit, mon cerveau a bugué en fait, j'ai mal compris, mais j'ai réécouté. On a eu le même réflexe. Posséder du capital. Ouais. Ils parlent tous de capital. Alors c'est rare qu'ils parlent de capital, moi. Oui, mais ils deviennent de plus en plus capital. Par exemple, au regard de ce qu'il avait dit, comment il s'appelle, Olivier Roland. Ouais, mais alors lui, il n'a pas compris ce que c'était que du capital. Moi, je veux bien que tu utilises un mot d'une puissance remarquable, qui est le mot capital, qui d'ailleurs, je rappelle, est de conception purement française. Donc on a à la base le vocabulaire qui nous permet de nous enrichir. Non, moi honnêtement, alors je sais pas, peut-être qu'on regarde pas forcément le même contenu, mais de toute façon, je regarde de moins en moins. En ce moment, je suis comment on appelle ça ? Je suis du contenu très intéressant, c'est comment on appelle ça chez les juifs ? Alors, c'est pas un imam, c'est un rabbin. Et un rabbin juif qui fait des vidéos sur l'argent. Un rabbin qui n'est pas juif, c'est rare. Non, mais un rabbin, pardon, t'as raison. Un rabbin. Un rabbin arabe. C'est un pléonisme. Pléonasme. Pléonasme, pardon. Je suis les vidéos d'un rabbin qui sont très intéressantes. Et tu vois, j'ai un ami qui m'a dit, ouais, mais tu vas pas te convertir au judaïsme, Fouad. Je lui dis, écoute, moi, je ne fais ni politique, ni religion. Comment ? Je te verrai bien les avec papillotes. les papillotes. Je lui dis, écoute, moi, quand il y a du contenu qui est intéressant, je le consomme, tout simplement. Et là, c'est très intéressant. Et tu vois, c'est assez marrant parce que tu parles de religion et beaucoup associent le judaïsme avec l'argent parce qu'en fait, faire des intérêts, faire de l'argent avec l'argent était interdit dans la religion catholique. Et donc, ces activités étaient laissées aux juifs. En fait, c'est plus complexe que ça. Mais, je fais du Mounir, bien sûr. Mais tu vois, ce qui est intéressant quand tu écoutes ce rabbin, c'est que... Comment il s'appelle ? Je ne me rappelle plus, j'ai l'abonnement, mais je t'enverrai le... Ouais. Je suis abonné sur YouTube. Je vous le mettrai dans les commentaires. Je ne sais pas si c'est un rabbin français ou new-yorkais et que c'est peut-être traduit par l'IA, mais en tout cas, c'est en français. Il insiste beaucoup sur les compétences comportementales et c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est intéressant, on pourra le partager. Tu vois, par exemple, alors ce qu'il explique dans la culture juive, la première chose que tu dois faire, c'est investir dans ton éducation. Et si c'est vrai, j'en sais rien si c'est vrai ou pas, si c'est vrai, c'est fondamental et ça explique pourquoi on a un capital humain disproportionné. Les juifs en France, par exemple, pour avoir une statistique, c'est 30% des startups françaises pour 1% de la population. Je ne sais plus combien de pourcentage, je crois que c'est 20% des prix Nobel français, des prix Nobel mondiaux, pour peut-être, je crois que c'est 0,2% de la population mondiale. Ça a un impact directement sur le comportement des foules, en fonction des préceptes religieux. Enfin bref, c'est une parenthèse. Donc revenons à Mounir. Donc la question qui lui est posée, quels sont les principaux leviers pour devenir riche ? Et là, sa réponse est posséder du capital. Et pourquoi est-ce que la réponse, elle est totalement lunaire, en fait ? Elle révèle, en fait, ça révèle une confusion totale entre la cause et la conséquence. C'est un peu comme si moi, je te posais la question, Hugo, comment est-ce qu'on fait pour devenir champion olympique et que tu me répondais en gagnant une médaille d'or. Ouais. Mais comment on fait pour gagner une médaille d'or ? Mais en fait, tu vois, c'est très marrant. J'ai parlé en introduction. De, tu sais, d'un workshop ou atelier en ligne, si tu préfères, que j'anime en direct, qui est gratuit, donc vous pouvez vous y inscrire. C'est en fait la distinction entre la phase 1 et la phase 2 de l'enrichissement. Les gens ne font que te parler de la phase 2. Bien sûr. Mais ils ne te parlent pas de la phase 1.
Tout le monde est capable de foutre 50 balles sur un ETF et ça, à mon avis, on va y venir. Le fameux DCA sur... qui est devenu insupportable, cette vénération des ETF. Surtout que j'ai une petite statistique sympatoche. Et en fait, ça, c'est bien quand tu es en étape 2. Quand tu as du pognon. Quand tu veux faire de la start-up, pour que ça soit intéressant, il faut mettre un billet. Il faut déjà avoir beaucoup de capital. Il faut avoir beaucoup de capital. Il faut être un adepte de la roulette russe. Il faut avoir du fric à perdre. Voilà. Et te dire, si je perds 100 000 demain, ça ne m'impacte pas. Mais les gens qui n'ont pas... Pour rebondir sur ce que tu dis, pour moi, plus ton capital est petit, initialement, plus tu dois aller chercher de la probabilité de réussite. Et là, il faut aller vers des trucs assez costauds, dans le sens où, tu vois, quand tu as un capital qui est petit, tu vas en immobilier, si tu achètes bien, tu finances bien, tu ne perds pas d'argent. Quand ton capital est petit, tu vas en private equity, qu'est-ce qui se passe ? Tu mets, je sais pas moi, tu as un capital de 30 000 euros, tu mets des tickets de 5 000. La probabilité de perdre ton capital est quand même relativement importante. Et du coup, tu enfreins une loi fondamentale du capital qui est l'accumulation du capital. L'allocation, c'est quand tu l'as. Non, mais je veux dire l'accumulation, j'ai parlé trop vite. L'accumulation du capital. Donc, la phase 1. Et la création de ce capital. Oui, et la création du capital, en fait, là où tu as totalement raison dans ton analyse, elle est totalement absente, occultée. Ouais, et c'est le titre c'est le titre, c'est comment devenir riche, donc comment avoir un capital. Et vous prenez un Excel ou aujourd'hui avec ChatGPT, vous lui dites, vous prenez votre salaire et vous lui dites, ok, j'alloue 80% de mon salaire sur un ETF. Et vous allez me dire si vous allez être riche et si vous allez pouvoir quitter votre 80% de ton salaire, déjà, il faut être... c'est l'inverse. Il faut être un sacré frugaliste. Le taux d'épargne en France, c'est quoi ? C'est 15-17%. Non, c'est 18-19% et on est les plus gros épargnants. On est les plus gros épargnants. J'inverse le... Comment on appelle ça, le 80-20 ? Le Pareto. Le Pareto. Vilfredo Pareto. Et tu regardes, c'est l'absurde. C'est te dire, tiens, en combien de temps, en épargnant ça, en vivant comme un rat, comme les frugalistes, en combien de temps je vais atteindre ça ? Et en partant, et ça on va y revenir, et en restant sur du linéaire. Donc c'est... Mais par contre, ça fait rêver par la simplicité, la facilité, pas de temps. Mais en fait, c'est exactement ça, si tu veux, pour pas aller dans la complexité. Et je pense que ce sont des gens qui ne maîtrisent pas leur sujet, tout simplement. Mais pour aller dans la simplicité, pour vendre de la simplicité, pour vendre du biais du survivant, c'est beaucoup plus facile de faire simpliste, voire faux. Mais tu vois, là-dessus, ça trahit quoi cette mentalité, en fait, de dire avoir du capital ? En fait, t'as quelqu'un qui le savent. Maintenant, t'as quelqu'un qui est dans le bon système par chance, parce que sa chaîne YouTube a explosé, et tant mieux pour lui. Donc, ça a fait un afflux important de clients sur les 10 balles par mois pour Finari, et donc il y a aussi eu la chance de passer sur Légende où ça a explosé. C'est pas de la chance. Alors, c'était payant, c'était gratuit ? C'était payant. C'était payant, mais je veux dire... Et il a repayé un coup. Ouais, mais ce qui est là où c'est un peu de chance, c'est que tu es sur le bon média et tu as des retombées qui sont disproportionnées. Ouais, tu as une vidéo du revenu, tu sais, de l'avocat là, qui a repris. Ils ont fait une analyse sur le business model de Legend, qui était très intéressant d'ailleurs. Et il parlait justement de l'impact, puisqu'il a repayé une intervention. Est-ce que c'était rentable ? Et où il disait les chiffres dont je ne m'en souviens pas. Mais pour revenir à sa première réflexion tautologique, le capital, en fait, c'est pas un levier à la base. Le capital, c'est le résultat. C'est un peu comme disait Bernard Arnault sur la rentabilité. LVMH, c'est une conséquence. Conséquence de quoi ? Un processus de travail, d'investissement, de stratégie long terme, etc. Donc, non, on ne devient pas riche en ayant du capital. C'est faux. On devient riche. Quand on a le capital. Le capital est un événement. La richesse, c'est un processus qui prend un certain temps, un temps plutôt long, et on verra sur des phrases sur je préfère la liquidité, qui trahissent également une vision quand même assez court-termiste de l'argent.
Sur la partie ETF, je te laisserai en parler tout à l'heure, mais je vais déjà relever en fait ce qui n'allait pas. Alors, il y a un autre point, c'est l'immobilier, c'est pas rentable, c'est pas intéressant l'immobilier parce que Mounir a fait un LMNP à Chambéry, il y a je sais pas quand, et en plus il était au chômage, donc il a dû mettre 30% d'apport, c'est ce qu'il disait. Même en prêt commercial, tu fais pas ça, même en SASU. Ouais, mais alors il te dit en fait qu'il l'a revendu parce que c'était pas rentable. Et donc, là, tu es sur une faute méthodologique. C'est-à-dire qu'en fait, ton échantillonnage est beaucoup trop petit. Tu ne peux pas faire, en fait, tu ne peux pas tirer des conclusions sur une classe d'actifs monumentale. C'est-à-dire que l'immobilier, aujourd'hui, c'est 20% du PIB français. C'est 40% de la monnaie en circulation en France. Donc, c'est 45% des crédits. Et donc, tu ne peux pas dire, en ayant fait une OP... Alors, ça, c'est mon opinion à moi personnelle. Et je le dis avec beaucoup... même pas un immeuble. Non, mais je le dis avec beaucoup de gentillesse, mais c'est une opération de clochard. T'as fait un studio LMNP, et je parie que tu as fait une colocation, je sais pas trop quoi, et tu en tires comme conclusion avec aplomb que l'immobilier, c'est pas rentable. Et il a même dit que c'était moins rentable que s'il avait foutu l'argent sur de l'ETF. On revient sur l'obsession de l'ETF. Donc, si tu veux, l'immobilier, c'est pas un investissement, c'est une classe d'actifs. Dedans, il y a tout. Il y a du résidentiel, il y a du commercial, bureau, parking, etc., etc. Il y a les immeubles de rapport, les marchands de biens, terrain. Donc, juger une classe d'actifs sur une opération ou deux, je crois, en LMNP, donc déjà, tu vois le biais fiscal. Bah, en fait, c'est comme conclure que l'entrepreneuriat, ça ne marche pas parce que ton restaurant, il a coulé parce que tu faisais de la merde. Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y avait un moment, je trouve qu'il a complètement changé de... Depuis qu'il vend de l'assurance vie. Depuis qu'il vend de l'assurance vie. Mais je trouve qu'il a changé sa stratégie où il devient négatif. Tu vois en fait, pas négatif, il devient dénigrant. Il va dénigrer des classes d'actifs pour aiguiller les masses. Et tu vois, sur le... et c'est sûr, t'as pas besoin de Finari si tu as un parc immobilier. Par contre, si tu as des ETF... Non, mais est-ce que tu as besoin de Finari pour t'enrichir déjà ? Non. Moi, j'ai une comptabilité mentale qui est très forte. Qu'est-ce que tu appelles comptable ? J'ai mes comptes, j'ai la valorisation de mon patrimoine en tête, j'ai zéro Excel. Je sais exactement combien j'ai sur les comptes, je sais combien j'ai acheté, combien j'ai vendu. Si je te demande combien tu as sur le compte de ta boîte là maintenant, tu es capable de me le dire avec une fourchette de... Alors laquelle ? J'en ai plusieurs. Toutes. Toutes. Bien sûr. Bien sûr. Montre-moi. Assume. Assume. Mais on va rester concentré sur notre... Non, mais donc tu as une vision globale. J'ai une vision globale, j'ai une vision capitalistique, c'est-à-dire que je sais exactement à quel actif net j'en suis, je connais mon brut, j'ai vraiment l'image assez précise, ouais. Pas à l'euro près évidemment. Ouais, non, mais j'ai une image à 3-4 assez euros précise près sur les liquidités, en fait, si tu veux, 10 000 euros si c'est pour aller se branler sur ton écran en te disant que ton patrimoine a progressé d'1% le mois suivant, en un mois, est-ce que vraiment c'est indispensable ? D'ailleurs, l'agrégateur de... Non, c'est agrégateur, c'est ça ? C'est agrégateur. Ouais. De compte, ça me dérange un petit peu déjà par rapport à la concentration bancaire. C'est quelque chose qui me plaît pas trop en fait. Hein. On parlait d'asymétrie d'information, ça me plaît pas trop en fait. C'est une atteinte à l'asymétrie. En fait, tu es dans la transparence totale. Ça m'embête quand même qu'une application ait accès à tous mes comptes. Et tu as un autre problème sur ça, c'est la sécurité des informations. Parce que par exemple, alors je m'y connais pas en cybersécurité, certains me reprendront, on a des freelances qui travaillent dans ça. On le voit aujourd'hui, toutes les fuites de données. Tu as Waltio là, qui a été... tu sais, c'est un cabinet de comptabilité pour crypto. Tu as des fuites d'informations. Là, tu te concentres sur un Finari. Ben, tu as tout le patrimoine du mec. Ça, c'est quelque chose moi qui me dérangerait, mais je suis pas utilisateur et ça marche pas parce que j'ai des comptes à l'étranger. Ah, ça marche pas sur les banques à l'étranger ? Je crois que ça marche dans beaucoup de banques, même à l'étranger. Ouais, mais j'ai regardé vite fait, mais ça ne marche pas. Mes banques ne sont pas listées. Ok.
Donc, Autre point, je cite, je valorise aujourd'hui la liquidité. Donc ça, c'est très très problématique. En fait, la liquidité, ça c'est une psychologie de pauvre, en fait. C'est une psychologie de paralysie, pardon. C'est une psychologie en fait de survie. Les Français sont champions du monde de l'épargne pour une simple raison, de l'épargne et pas de l'investissement, c'est qu'ils ont peur. Donc plus les gens ont peur, plus ils épargnent, mettent de côté. On le voit en ce moment. Donc, le taux d'épargne est plus élevé que la normale. Bien sûr. Malgré l'inflation, malgré les... Il a augmenté de 3 à 4 points, ce qui est énorme sur les masses. Donc l'idée, en fait, c'est quand tu as quelqu'un qui te crache cet aveu, en fait, moi, je valorise plus la liquidité par rapport à l'immobilier qui, par définition, est relativement illiquide. Pour vendre un bien, il faut 6 mois. Derrière, en fait, si tu veux, on a l'impression que la liquidité, ça devient une valeur en soi. C'est valorisé comme un actif. C'est-à-dire que le critère principal, c'est la liquidité et pas forcément la rentabilité du capital. On parlait de capital. Les riches, ils ont des actifs, la plupart du temps hors bourse. On va parler d'immobilier principalement, mais ils n'ont pas que ça. Si on prend l'immobilier, c'est illiquide, ça ne leur pose aucun problème sur un horizon temporel infini. Et d'ailleurs, sur les techniques pré-lombards, les gens ne souhaitent pas se séparer, vendre leurs actifs, et donc ils vont faire un financement là-dessus ou sur un crédit hypothécaire parce qu'ils ne veulent pas vendre en fait leurs actifs. Donc, ce critère de liquidité, c'est quoi ? C'est une soif. D'ailleurs, j'en sais rien. Est-ce que ça traduit une envie de consommation ? Tu appuies sur le bouton, donc ce qui explique que tu appuies sur le bouton, tu vends tes actions, tu as ton cash. En fait, c'est quoi l'intérêt, en quoi le critère est fondamental ? Je le comprends quand tu as un attention, gros dans capital. un processus d'enrichissement. L'enrichissement, ça ne fait pas de sens parce que justement, c'est une atteinte à l'accumulation du capital. Qui passe par de l'immobilisation du capital. Et à l'épargne forcée, obligée par l'amortissement du prêt. L'enrichissement, de mon point de vue, dans le cadre des sciences de l'enrichissement sur tous les blocs que j'ai spécifiés, que j'ai cités tout à l'heure, en fait, c'est l'inverse. C'est de l'immobilisation stratégique de long terme. On ne peut pas récupérer son capital tout de suite. C'est de l'engagement. C'est de la construction de long terme. C'est tout. Tout ce qui est à l'inverse, court terme, liquide, maintenant, ça ne marche pas pour devenir riche. Ouais, moi, j'aimerais qu'on parle de sa vénération des ETF. Alors avant ça, il y a vraiment moi, le culte que je ne supporte plus sur les réseaux sociaux. N'importe quel imbécile qui a un niveau de mathématiques financières de classe préparatoire, CP, hein, pas classe CP, préparatoire aux écoles supérieures, donc de CP, c'est vraiment le culte des intérêts composés. Donc ça, c'est la voie lente, pratiquement morbide de l'enrichissement. Si c'est pour devenir riche à 94 ans, en ayant 2 millions d'euros parce que tu as investi, et en plus sans tenir compte de l'inflation, parce que l'inflation aura effacé peut-être les 3/4 de ton pouvoir d'achat, ça, c'est pas intéressant. Moi, je veux bien, je suis un long-termiste, mais il y a des limites, et ces limites, elles sont physiques. Jouir d'un capital en bonne santé. J'aime bien les intérêts composés, mais avec plusieurs millions de mise de départ. Et comment devenir riche ? Voilà. Comment devenir riche ? Palier 1, phase 1, on passe directement à la phase 2. Mais vraiment, je leur invite à s'inscrire parce qu'on l'expliquera et surtout, on parle de rendement. Et c'est ça que je ne comprends pas et je pense que tu y viendras parce qu'à un moment, il parlait de TRI, mais là, il n'en parle plus sur le rendement de tes fonds propres. Je pense qu'on pourrait y revenir dessus. Intérêts composés, ETF, DCA. C'est à peu près ça. Je vais pas regarder la vidéo. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, j'ai envie de leur poser la question, est-ce que vous êtes riche grâce à ces techniques ? Non, peut-être qu'ils gèrent leur richesse avec ces techniques. Biais du survivant. Moi, je ne pense pas que ces gens... Alors, ça dépend, c'est quoi riche ? Évidemment, ce n'est pas les 4 000 € par mois, mais est-ce qu'ils sont riches ? Alors, on parle de gens qui ont 30-35 ans. Est-ce que tu as eu suffisamment de temps, sauf si on t'a ouvert... Est-ce qu'il a fait un exit sur une partie de ses participations ? Peut-être, mais là, tu vends en fait des solutions à la masse. Et d'ailleurs, je pense que la manière la plus difficile, la moins probable de s'enrichir est de créer une start-up. En probabilité de réussite, on est très proche de 0.
Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce point-là. Ça C'est dépend. rarissime d'avoir quelqu'un, statistiquement. Qui réussit sa startup, mais tu en as plein qui s'enrichissent avec la startup sans forcément que la startup elle marche. C'est le concept des levées de fonds. Hein. Alors, est-ce qu'il y a du cash-out? C'est très rare. T'en as un peu. Hein. Ouais, mais statistiquement, tu vas prendre... en France, on a à peu près 3 millions de millionnaires. Il y en a combien qui se sont enrichis par le biais de leur start-up? Pas vous. Une poignée. Mm. La plupart sont riches par le biais de l'immobilier et l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc, on retombe sur la cohérence des blocs d'enrichissement. Qui dit intérêt composé dit la promesse magique de l'enrichissement par l'ETF. Oui, et c'est exactement ça. Et on verra après, il y a carrément une contradiction majeure. Autre point, donc j'en avais parlé rapidement en introduction, je vais en reparler très rapidement. Faire la guerre à sa banque pour 5 euros. En fait, je me demande si on peut faire pire comme conseil, à part conseiller d'insulter ton banquier, ton conseiller. Prendre la tête, comme il dit, prendre la tête à ta banque pour 5 euros parce que les riches le feraient. Donc c'est totalement faux, j'en ai parlé. S'il y a bien un conseil qu'il ne faut pas suivre, c'est celui-ci. Non, il faut être dans la gratitude avec ton banquier, il faut lui offrir des cadeaux, du PNB, il faut être aux petits oignons. Mais toi qui parles souvent d'un élément qui peut être une superbe illustration ici, et t'en parles beaucoup dans ton livre, La théorie des jeux. Une relation bancaire, c'est pas un jeu à somme nulle. Alors Je là, perds, c'est perçu comme un jeu à somme nulle, c'est perçu comme un jeu à somme alors nulle. que c'est un jeu à somme positive. Voilà. Mais c'est comme ça que c'est vu, quoi. Très pertinent comme remarque, c'est vrai. Et ta remarque est très très pertinente. Ça veut dire qu'en fait la perception, s'il te plaît. oui, elle est très pertinente. Encore. Ta perception, il faut demander à ton ami en fait de flatter un peu plus ton ego. Non, en pas fait, d'ego. non, mais en fait, ça te montre que la perception du jeu de l'argent, elle est à somme nulle. Et ça, c'est très problématique. Il y voit une dépense, on y voit un investissement relationnel. On parlait d'investissement dans les 500 000 euros d'impôt. Oui. Exactement dans la même 1 chose. pour 15. Et ça, c'est important parce que, tu vois, je t'en ai parlé avant, tu m'as demandé de t'envoyer l'étude. Il y a eu un papier de recherche. Donc, c'est en relationship banking, donc relation bancaire. Merci. Berger et Udel 2 L à la fin, qui prouvent que les clients qui maintiennent une relation longue et profitable, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas demander 5 euros sur la Maestro. Sur l'électron. Sur l'électron, ouais. Elle est horrible cette carte. Qui ont une relation longue et profitable avec leur banque, ils obtiennent un taux d'approbation de crédit supérieur et des exigences de garantie inférieures. Payer 15 euros de frais de compte par mois, c'est peut-être le coût d'acquisition d'une future ligne de crédit. Surtout que, en matière bancaire, les relations particulières sont classées par PNB. Et à ton avis, qui c'est qui récupère les clients particuliers qui dépensent le plus à la banque, qui vont avoir la Visa Infinite, qui vont avoir le gros pack bancaire? Les décideurs. Et c'est qui ces décideurs? Les directeurs. C'est les directeurs. En fait, si tu veux, en fait, il y a toujours un truc qui m'interpelle. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a des gens qui lèvent des millions d'euros et d'autres qui sont bloqués rapidement. Mais en suivant les conseils de ce type, en fait, on comprend pourquoi la plupart des gens n'ont aucune intelligence. Parce que je pense qu'il ne sait pas qu'il est en train de raconter n'importe quoi. Ça, j'en suis persuadé. C'est de l'incompétence. C'est quoi son intérêt? Voilà, c'est du Dunning-Kruger. Moins on en sait, plus on a confiance en soi. Mais là, parfois, c'est des centaines, voire des millions de vues. Quand tu as des millions de personnes qui ont vu ça et qui pensent que pour s'enrichir, il fallait prendre la tête à la banque, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et après, tu te retrouves en incapacité à t'enrichir sur le terrain. Autre conseil, alors là, pour moi, c'est encore un conseil qui est quand même... Alors, j'ai du mal à les classer par lequel est le plus catastrophe. À chaque fois, ça, si tu veux, on en reprend une couche. Prenez une banque en ligne pour une carte gratuite. Il faut le présenter à Vivi. Donc
là, on a un raisonnement, pour moi, qui est le plus révélateur de la mentalité du gain petit. Économiser, c'est quoi une carte bancaire? C'est 100 euros, 150 euros? Et encore, tu es sur la Gold. Allez, on va dire 100 euros. Tu es à 60 Allez, euros. Non, sur une classique. on va dire 150 pour gonfler l'économie. Économiser 150 euros et te parler de richesse en millions d'euros, c'est totalement contradictoire. Il y a une catégorie de clients, de joueurs que la banque n'aime pas, c'est ceux qui travaillent avec des banques en ligne, parce que c'est moins cher. Si la domiciliation de ton compte bancaire principal est en banque en ligne, tu envoies un signal désastreux. J'allais te dire, en théorie du signal, là c'est du brouillage que tu envoies. Tout à fait. Donc, en fait, il te parlait aussi, autre point, il parle beaucoup des frais bancaires. En fait, tu as une obsession en fait, des frais bancaires. Je ne comprends pas, en fait. On a l'impression, si tu veux, les frais bancaires, généralement, ça traumatise les gens qui sont à découvert ou malheureusement, on leur tape dessus très fort. Mais moi, les frais bancaires, je m'en tape complètement. Et donc, ça, cette obsession, si tu veux, de l'accessoire, parce qu'en fait, les frais bancaires, c'est un paramètre insignifiant. Ben ça, pour moi, c'est une erreur de niveau de jeu. Tu n'es pas au niveau de jeu du million d'euros, tu as un niveau de la dizaine d'euros. Et en fait, la banque, par rapport à l'accès au crédit, et donc la création monétaire dont elle a le monopole, si tu fais chier la banque avec ta carte bancaire gratos, eh bien, tu réduis fortement tes capacités d'emprunt. Peut-être que tu vas faire ta résidence principale parce que tu es dans la cible et tu as de la chance parce que c'est ce qui est le plus facile à financer. Mais si chaque année, tu vas aller lui demander, parce que beaucoup de gens le font, le remboursement de la carte bancaire parce que chez je ne sais qui, c'est gratos. Non, les vrais riches, ils ne comptent pas sur des stratégies de gratuité de carte bancaire pour s'enrichir. Ça ne marche pas. Ils sont focalisés sur la capacité à emprunter des millions d'euros. Et tu vois, tu disais, je vais rebondir sur quelque chose que tu avais dit en arrière. Tu avais dit que lui, il visait la liquidité. C'est ce qu'il dit, je préfère la liquidité. Je cherchais, parce que je voulais pas me tromper. Il y a 3 rapports qui sont connus. Le Knight Frank Wealth Report, qui est une bible annuelle, qui est sur l'allocation des actifs des ultra high net worth individuals. Donc, je pense que, peut-être quelqu'un me reprendra, je pense que c'est plus de 30 millions en matière bancaire. J'ai vérifié, c'est 30 millions de dollars. C'est 30 millions de dollars. Tu sais, il y en a combien en France? Je ne sais pas. À peu près 25 000. L'allocation moyenne d'un ultra high net worth individual n'est pas dominée par les actions cotées liquides ou le cash. Il faut savoir que plus de la moitié de leur patrimoine est investi dans des actifs illiquides. Tu as aussi un rapport de UBS qui est très intéressant. C'est le rapport qui analyse comment les family office gèrent l'argent des super riches et comment ils structurent le patrimoine. L'étude montre l'utilisation massive du levier. Bien sûr, c'est ce que le disait, tu sais, Olivier, qu'on a rencontré, qui est super sympa, le CGP à Aix-en-Provence, qu'on salue au passage s'il nous écoute. Il expliquait en fait, le levier bancaire est l'outil préféré des riches. Et il a un family office. Ouais, non mais tu vas voir, ces 3 rapports qui ne parlent que qui n'étudient que les ultra riches, celui où il s'inclut peut-être dedans. Donc, utilisation massive de la dette. La quasi-totalité des actifs détenus via des structures. Pas de LMNP, pas de nom propre. Pas de nom propre, pas de joueur en nom propre. Voilà. Et sur une étude KKR, le portefeuille retail de Monsieur Tout-le-Monde, c'est 100% liquide. Le portefeuille du Ultra High Net Worth, qui suit un modèle YEL, 50% d'actifs alternatifs et liquides. Mais, raisonnons par l'absurde. Si tu préfères la liquidité, qu'est-ce qu'il y a de vraiment liquide en support? Un livret A? Voilà. Mais est-ce qu'on s'enrichit? Est-ce que tu connais beaucoup de millionnaires? C'est encore plus voilà, liquide. Mais est-ce que tu connais... C'est plugué à ta carte bleue et en plus tu le retrouves sur Finari. Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui se sont enrichis par le biais d'un livret A? Oui. Moi, non. Non, mais ton étude est très, très intéressante. On la mettra, je pense, sous la vidéo parce que c'est des visites. Moi, j'ai lu des études très intéressantes. J'ai lu l'étude UBS
Ouais, mais UBS qui Camden, était c'est très intéressant. c'est pour les family office, donc c'est exactement. Autre aberration, en fait, pour moi, qui traduit un sous-dimensionnement total dans les stratégies d'enrichissement. Alors, ce qu'il explique, ouvrez des PEE, épargne salariale, et là, il a sorti un mot, là, l'abondement. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'abondement, c'est quand ton employeur te remet un peu d'argent parce que tu en as mis. Pour moi, ça, c'est l'enrichissement par les miettes. Alors, ok, si ton employeur, c'est Facebook et que tu fais partie des premiers salariés, j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Mais ça, c'est le cas de combien de personnes? En fait, présenter le PE comme stratégie d'enrichissement, c'est complètement con. Moi, je veux qu'on revienne sur les ETF. Attends, mais avant d'en venir sur les ETF, non, mais je veux venir sur les ETF. On va y arriver. J'ai vraiment envie de finir déjà. C'est toutes les citations. Donc, le PE ne vous rendra pas riche. C'est totalement anecdotique. Si votre employeur est généreux par de l'abondement, c'est bien, mais ce qu'il n'a pas dit, puisqu'il y avait une catégorie salarié, la meilleure manière de s'enrichir pour un salarié, parce que son statut est le statut préféré des banques, c'est le levier bancaire en prêt immobilier. Quand on est salarié, on ne doit pas compter sur son PE, on doit compter sur le statut préféré des banques, à savoir le statut de salarié. Le PE ne prend avantage que pour structurer l'épargne de manière intelligente dans le cas du prêt immobilier. Non, mais ça, oui, il y a ce point-là. Et un petit conseil qu'on peut donner opérationnel, parce que quelquefois les gens l'oublient, n'oubliez pas d'inclure votre plan d'épargne, d'entreprise dans vos liquidités lorsque vous présentez un dossier bancaire. Bien sûr. Parce que quelquefois, il y en a qui raisonnent illiquide, donc on ne le présente pas. Alors attends, j'ai un autre conseil qui celui-ci est encore... en fait, à chaque fois, je te dis... bon, tu l'as regardé en entier, petit cachotier? Non, 31 minutes. En 31 minutes? En 31 minutes. Il a débité tout ça? Ouais, en 31 minutes. Je pense qu'il a voulu envoyer du lourd d'entrée-jeu. En fait, après, bon, là, je sais plus si c'est sur la deuxième ou la première vidéo, mais peu importe, c'est le même titre. Négocier l'ADI, donc l'assurance décès invalidité. Ouh. Alors là, il dit que, grosso modo, on peut économiser plusieurs dizaines d'euros par mois, et donc plusieurs dizaines de milliers d'euros sur 20 ans. Et là, il y a un problème, donc ce qui explique que les assurances décès invalidité des banques sont trop chères. Et là, en fait, on a un problème majeur, c'est que là, tu enlèves le pain de la bouche des banques, tu enlèves la profitabilité, le taux de marge. Tu sais de combien est le taux de marge sur prêt immobilier des banques? 0,1, 0,2, un peu plus, peut-être 0,3? Non, il est négatif, il est de moins 0,5%. Il y a quelques années, il était de moins 1,5%. Donc le taux de marge des banques sur le crédit immobilier est négatif. Ah, tu parles sur la totalité du prêt? Je parle du taux de marge. Ah oui, sur la totalité du prêt. Oui, moins 0,5%. Donc là, en fait, la banque va se raccrocher à un petit morceau qui est l'ADI, qui va être de, si on est jeune, 0,2%. Allez, si on a mon âge, on est à 0,3, 0,35, etc. Donc tu vas aller saboter ta stratégie bancaire pour aller gratter des dizaines d'euros par mois. C'est complètement con. Alors, ne suivez vraiment pas. Il n'y a rien de pire pour une banque que de lui enlever l'ADI. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu as une vision purement comptable de l'argent. Le processus d'enrichissement, en fait, n'existe pas parce qu'il ignore en fait les règles bancaires et les règles d'enrichissement. Et donc, en fait, on te sort hors contexte. Tu veux, quand tu contextualises son conseil, tu te rends compte que c'est contre-productif. Je comprends une chose, Fouad. Tu sais, tu as parlé du fait que tu as parlé du fait qu'il avait un bien immobilier. Oui. D'accord. Et qu'on ne pouvait pas baser un raisonnement sur un seul bien. La théorie, la loi des grands nombres. Oui, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'il ne s'est pas fait financer un second bien et qu'il a dû mettre 30% d'apport. Avec toute cette logique, la carte bleue gratuite, le compte chez Revolut, le compte chez Revolut, l'ADI. Et faire le malin avec son banquier, en fait. Et faire le malin avec son banquier, c'est peut-être pour ça qu'il s'est retrouvé à foutre 30% d'apport et qu'il a financé qu'un seul bien. Dans une vidéo, il expliquait, je crois qu'il avait des difficultés pour se faire financer, je ne sais pas si c'est une résidence principale, et que les employés de Finari pouvaient se faire financer plus facilement que lui. Mais oui, quand tu es sur le terrain, tu le sais, ça. Et donc, on en revient à un point, la résidence principale, pour lui, c'est pas intéressant, ça sert à rien, en fait, d'acheter sa RP, parce que, selon lui,
c'est que ça ne relève que du confort. Donc là, tu vois, la position, elle n'est pas très originale parce qu'en fait, je pense qu'il a écouté son père spirituel, Robert Kiyosaki. Il a écouté tous les influenceurs qui ont répété la même chose. La résidence principale, et notamment la résidence principale du Cygne Noir, c'est le socle, c'est la rampe de lancement d'une stratégie ambitieuse. Donc non, en fait, tu as une erreur d'analyse, de grille d'analyse. La résidence principale, c'est un actif qui peut être très structurant et avec certaines techniques qui peut être très profitable. C'est un peu l'école du levier. C'est la première fois que tu vas faire du levier bancaire. Donc, après, tu dis oui, mais bon, je dis pas que c'est pas bien. Non, la résidence principale, donc, il explique que c'est mieux d'être locataire. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'a jamais eu de résidence principale en tant que propriétaire. Comment est-ce que tu peux parler de quelque chose dont tu ignores totalement l'expérience? Parce que, en fait, une fois de plus, tu vas aller réciter en fait des chansons américaines sur l'ARP est un passif. Donc voilà, à peu près sur ce que j'ai relevé. Alors, tu as l'assurance vie, je crois qu'il en parlait. Donc pour moi, en fait, personne s'est enrichi avec l'assurance vie. Vous n'allez pas, c'est une enveloppe, je crois, qui est défiscalisée à hauteur de mémoire de 150 000 euros. Donc la présenter comme un pivot, c'est une fois de plus confondre optimisation et création de richesse. Je pense que le plan d'épargne, tu vois, là je suis sur son profil LinkedIn. Je voulais voir un peu son profil, grosso modo. Et je pense que le PE, tu vois, il a bossé chez Coca-Cola, Sanofi, Saint-Gobain, Lidl France et Trendline. Je pense que chez Trendline, il a dû avoir de l'argent. Mais il dit qu'il a pris 500 000 euros parce qu'il avait acheté des actions, etc. Machin. Non, mais c'est très bien. Mais est-ce que c'est la meilleure stratégie pour t'enrichir? C'est pas parce que tu as eu un coup de bol. C'est pas parce que tu as eu un coup de bol que c'est un pilier d'enrichissement. Tu voulais parler des ETF, donc les ETF... c'est au tout début, parce qu'en fait c'est important, parce qu'il vend, au-delà des conseils que tu as décortiqués, dépecés, et le mouton, là, tu l'as dépecé, pour reprendre tes expressions de hier, l'ETF de 10%. Alors, tout le monde sur Internet te dit S&P 500 et tout ça. Et tu sais, ils te disent tous, les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est toi qui aime bien c'est ce qui a marqué sur la vidéo en dessous d'ailleurs. Ouais, c'est quelque chose en psychologie cognitive, c'est ce qu'on appelle le biais de récence. C'est la tendance à surévaluer les événements récents pour prédire le futur. Si tu parles de data, et je suis remonté en arrière, si tu avais mis 1 million d'euros sur le S&P 500 en l'an 2000, combien de temps aurais-tu attendu avant de revenir à 1 million d'euros? Je ne sais pas. 2013. Donc ça veut dire qu'il faut tenir. Il faut tenir et avoir une autre source de revenus. Alors, tu vois, là, je vais rebondir sur ce que tu dis, qui est très intéressant, parce que j'ai écrit là-dessus, tu vois, il y a une compétence qui est totalement occultée. J'appelle ça, en fait, la compétence de la synchronisation. Je vais te raconter une petite histoire sur une double erreur de synchronisation. Je suis un petit peu amélioré sur le storytelling à l'américaine, à la Oussama Hamar. Apple a été fondé par 3 personnes et pas 2. Tu as Steve Wozniak, Steve Jobs, évidemment, et tu as une 3e personne, je ne sais pas si tu étais au courant. Qui a vendu ses parts et aujourd'hui. Donc, ouais. Qui les a vendus pour $10 000 ou quelque chose comme ça. C'est Ronald, non, c'est moins, c'est $800. $800, oui. Donc là, en fait, si tu veux, il a pris peur très rapidement, etc. Peut-être que l'ambition de Jobs lui a fait peur. Donc là, tu as une première... en fait, ses parts, s'il les avait conservées, ça vaudrait 400 milliards. Là, tu as un problème de synchronisation. Et donc là, sur les ETF, il y a un énorme problème de prévision de la bonne synchronisation. On revient à notre ami Ronald. La 2e erreur, et là quand on fait 2 fois la même erreur, c'est une faute. C'est un choix. Il avait un contrat original de la signature, donc de l'association, le pacte d'associés entre les deux Steve et lui.
Et là, le type, je ne sais pas pour quelle raison, il l'a revendu 1500 $. Et la personne qui l'a acheté 1500 $ l'a revendu 1,6, 1,6 million. Donc, la problématique et en fait, c'est là où tu vois Achetez que... le pacte d'associés de Finari. Donc, à mon avis, je ne pense pas que ça vaudra 1,6. Mais non, l'idée, c'est, là, dans ta projection de 10%, mais est-ce que tu es capable de maîtriser la synchronisation nécessaire, ce qu'on appelle en fait la science du bon moment, à quel bon moment tu rentres, tu sors, etc., pour pouvoir en fait garantir les 10%. Tu sais, je t'avais raconté. Je ne pense pas que ce soit Je t'avais possible. raconté une fois l'histoire de mon boss avec les cartes de, tu sais, la main de poker. Oui. Qui a expliqué que plus ta fortune évolue, et il était bien placé pour le dire, parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aucun de nous autour de la table atteindra peut-être le 10e, voire le 100e. Et il avait dit qu'en fait, ton taux de rendement diminue au fur et à mesure que ta fortune augmente. Et il me l'avait expliqué avec une main de poker. Et ça avait été très marrant. Il m'avait dit, est-ce que là, tu mises 50 €? Et après, il était passé directement sur une année de salaire. Et il m'avait posé la question, qu'est-ce qui change? Tu vois, qu'est-ce qui change? Les statistiques de gains sont exactement les mêmes, les cartes sur la table sont les mêmes. Et ta main n'a pas changé. C'est ta psychologie qui change. C'est ta psychologie qui change. Et c'est le montant. Et ça, sur la régularité, et tu vois, c'est très marrant. Je vais reparler de l'atelier en ligne, le chiffre d'or. Quel est le pourcentage que je prends pour le chiffre d'or? 5%. Je prends 5%. Je pourrais prendre 10%. Moi, je suis encore plus conservateur. Je prends entre 3 et 4. Ouais, mais... Et à 5, c'est déjà très conservateur. Parce que tu n'as jamais eu affaire à des produits structurés qui sont, tu vois, qui vont mêler obligations et tout ça. Donc, avec des vrais... Mais 5, c'est très raisonnable. C'est très raisonnable, surtout à un gros niveau de placement. Donc, 5%, c'est ça. Tu pourrais partir sur du 10%, ça rendrait la chose... Tu devrais diminuer le capital par 2, ça le rendrait encore plus atteignable. C'est trop risqué. Mais c'est trop risqué, et attention... tu vois, je t'ai parlé du S&P 500, tu as l'indice, le Nikkei, qui était l'indice roi, l'indice japonais, il aura fallu 34 ans pour qu'il revienne à son sommet. Le CAC 40, regardez combien il lui a fallu de temps pour revenir à son sommet. Moi, si tu veux, les 10%, je n'y crois pas une seule seconde. Parce que Sur une très longue période, oui, c'est possible. Alors, c'est possible. D'abord, c'est une moyenne. Alors, attention, il faut tenir, et en fait, tu peux avoir à moins de 30 entre mais on fait fi d'un contexte historique particulier. On parle des États-Unis, après-guerre, donc c'est une économie qui a dominé, explosion de la consommation, tu as la mondialisation, etc. Et dans ce contexte-là, on a fait ces performances. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais est-ce qu'on en est absolument sûr et certain? Parce que quand on te dit, on ne va pas placer son argent sur les actions chinoises, principalement. C'est beaucoup des actions américaines. Et la deuxième chose, moi, qui me gêne sur les ETF, c'est que tout le monde en parle. Oui. Tout le monde en parle, tout le monde te dit ça, tout le monde occulte le risque. Occulte le risque. Un risque qui devient systémique, en fait. Et si tu veux, c'est quand tout le monde en parle qu'il faut en partir. Ma maman ne m'a pas encore parlé du S&P 500. Le signal risque d'arriver. C'est quoi le S&P 500 concrètement? C'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc c'est les États-Unis, ce que je te disais, donc les 10%. Combien de sociétés sur ces 500 surperforment? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas la compétence là-dessus parce que pour l'instant, je suis à 100% sur l'IMO. Mais ce que je peux te dire, c'est que le S&P 500, c'est les États-Unis. C'est une domination au XXe siècle. Et aujourd'hui, on voit que les règles internationales, la géopolitique, la domination américaine, elle bouge. Avec l'émergence de la Chine, tu as l'Inde, etc. Est-ce que Finari nous garantit que le S&P 500 va faire 10% par an sur les 40 prochaines années? C'est ce qui est dit quand même. Donc le S&P 500, c'est un panier où on te met de très très belles boîtes
les magnifiques... Je crois que c'est les 7 magnifiques. Les 7 magnifiques, ouais. Et où on te dit, on fait abstraction de tout le reste. Ça te rappelle quoi? Le packaging de plusieurs... en mettant en avant uniquement l'aspect sécuritaire des premiers. Pour moi, ça me rappelle... Alors, les gens vont... Je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un financier, je parle de mon opinion. Moi, ça me rappelle les subprimes, où on te concoctait des prêts immobiliers qui étaient censés être des AAA, des sociétés, qu'on te mettait tout ça dans un emballage et on te vendait l'emballage. Et tout le monde achetait l'emballage en se disant, ouais, il y a pas de souci. Et là où il y a une corrélation, je pense, mais qui est intéressante, mais je pense que ça s'arrête là, c'est qu'en fait, on dit aux gens, achetez sans discernement, personne ne s'intéresse aux entreprises, aux fondamentaux, au bilan, au compte de résultats, etc. En fait, c'est acheter cet emballage. Ça a fait tant dans le passé, ça fera tant dans le futur. C'est un peu ce qui s'est passé avec les subprimes, c'est-à-dire qu'on achetait... c'était la titrisation des crédits, je crois. Ouais, et là, tu es sur et donc, on achetait également. C'est ça, c'est un assortiment. C'est un assortiment. Donc, tu vas avoir des fleurons, Apple, LVMH, pas dans le S&P 500, mais dans d'autres. Mais ce qu'il faut s'intéresser, c'est toutes les autres entreprises. Tu sais, on parle souvent de compagnies zombies. Mais vu qu'elles sont juste dans l'indice, et ensuite, la question de la liquidité, toutes les liquidités vont vers ces ETF. Mais si demain tu as un problème, donc ça va être un sacré accélérateur. Donc ce qui fait augmenter le cours mécaniquement. Ce qui fait augmenter le cours de toutes les sociétés qui se trouvent dans l'ETF. Donc tu vois, alors contrairement aux subprimes, les subprimes étaient très opaques, tu ne savais pas ce qu'il y a dedans. Dans un ETF, tu vois ce qu'il y a dedans. Tu vois ce qu'il y a dedans. Mais le fait que tout le monde en parle comme ça, moi c'est un sentiment, c'est pas pour dire je vous l'avais dit, j'ai un peu d'ETF, mais par exemple, au lieu de prendre un ETF et analyser toutes les lignes, si par exemple tu avais un ETF luxe, je préfère prendre juste du LVMH. Si je veux un ETF, je vais prendre, au lieu de prendre du S&P 500, je vais prendre du Apple, du Facebook, du Amazon. J'ai pas besoin des autres parce que c'est quand même ces sociétés qui drivent tout le reste. Moi, si tu veux, ce qui me dérange, c'est que les solutions présentées pour s'enrichir, ça se résume à de l'ETF, les intérêts composés, l'assurance vie, le plan d'épargne entreprise, ça ne fonctionne pas. Alors, sauf si on est sur un horizon temporel de 40-50 ans. Et le frugalisme. Négocier les 5 €. Voilà, prends la carte gratuite. Ça ne fonctionne pas et je pense que non seulement ça ne fonctionne pas, ces gens-là ne sont pas enrichis par ce biais. Ils ne s'enrichiront pas par ce biais. Non. Donc l'idée, si tu veux, je pense que il y a de l'incompétence parce que ils n'ont pas pu exercer en fait les méthodes prônées. Je dirais pas de l'incompétence, je dirais de l'ignorance. Mais alors, il y a de l'incompétence ignorée, si tu veux, le syndrome du Dunning-Kruger, c'est quand tu es incompétent et que tu ne sais pas que tu es incompétent. Ou que tu ignores ta propre ignorance. Alors pour moi, enfin, ça c'est le plus fort. Quand tu dis qu'il faut aller prendre la tête à ton banquier, et c'est comme ça qu'il a formulé avec ces mots-là pour 5 €, on est sur un niveau d'incompétence extrêmement élevé. On est même à la limite de la dangerosité. Non mais peu importe, je veux dire, t'es un incompétent. Ouais, mais quand tu es à ce niveau du jeu... Est-ce que le discernement... Tu sais, on a fait un podcast sur le discernement. Ouais. Est-ce que là, c'est pas un manque de discernement? Le mec, qui est Mounir pour te parler d'immobilier quand tu fais 30% d'apport sur un LMNP? Mais même Josiane, qui a suivi une formation d'un influenceur, ne ferait pas aussi, ferait plus mauvais. Il peut faire un retour d'expérience. Maintenant, dire que c'est moins rentable que le S&P 500, c'est ce qu'il a dit, et c'est totalement faux. J'expliquerai pourquoi dans la conférence dont je parle. On s'est amusé à faire un calcul sur un bien immobilier à Brive-la-Gaillarde. Tu vois, Brive-la-Gaillarde, c'est moins sexy que... Il y a 50 000 habitants, je crois, non? Ouais, mais c'est moins sexy que là où il avait investi. Chambéry. Chambéry, c'est... Je ne sais pas ce que ça vaut là-bas en marché. Je pense que c'est un peu patrimonial.
Je sais pas. Je pense, je ne connais pas. Un bien que tu achètes, que tu gardes 5 ans sans plus-value, sans cash flow, fait 6,7 fois mieux que le S&P 500. Et on l'expliquera pourquoi. Donc, zéro cash flow, zéro plus-value. Est-ce que tu as des choses à... Non, écoute, déjà sur simplement une partie de la vidéo, il n'y en a pas tout le reste. Je pense qu'on a déjà dit énormément. Pour devenir riche, il ne faut pas du capital. Non. Il faut respecter un processus d'enrichissement. Essayez de vous intéresser aux 6 blocs d'enrichissement dont je vous ai parlé, dont la théorie des jeux appliqués à l'argent, la sociologie de l'argent, la psychologie de l'argent, celle de l'investisseur, la psychologie sociale, l'asymétrie d'information, dont tu me dis que Tougan a fait une vidéo, j'irai jeter un coup d'œil. Et tu me diras ce que tu en penses. Moi, Voilà. je l'ai trouvée très intéressante. Ah, attention, Fouad, il faut également... J'ai rien dit. Rien dit. Ça fait 10 ans que tu écris ton livre et que tu es sur le sujet. Donc, alors, tu sauras que, déjà, ça fait pas 10 ans, ça fait 4-5 ans. Tu sauras que non, mais je ne vais pas me mettre au niveau de Karl Marx. Non. Je n'ai pas ces prétentions. J'espère, parce que là, mais je me mets au niveau d'MJ Desmarco largement. Je me mets au niveau de Robert Greene. Non, je ne me mets pas à ce niveau-là. Ça, son bouquin, je l'écris en un mois. Non, je me mets au niveau de Robert Greene. Leur premier bouquin a été extrêmement douloureux à accoucher. C'est 5 ans. 5 ans. Alors, ça dépend de ton niveau d'exigence. Mais c'est normal, j'ai pas la même... T'es allé sur des notions en profondeur où oui. Même un passionné ne passerait pas autant de temps que toi. Non, mais il faut... Oui, c'est vrai, je suis passionné par les sciences d'enrichissement, c'est vrai. Donc, tu y as passé un temps que peu de personnes y passeront. Tu vois. Donc, quand tu vas regarder... Ce qui me donne une légitimité. Ce qui te donne une légitimité si tu as passé du bon temps dessus. Ça, tu me laisseras le crédit quand même que c'est quand même du bon temps. Mais ce que je veux dire d'un point de vue discernement, je ne m'adresse pas à toi. Je dis que le temps passé sur une matière n'est pas une garantie d'être... On est d'accord. D'exceller dans la matière. Mais généralement, tu es quand même meilleur que quelqu'un qui a passé très peu de temps. Mais visiblement... Sauf si c'est un génie. Mounir a passé du temps. Hein, ah non, ça on n'en sait rien. Sur l'investissement. Non, je pense pas. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'il en parle non-stop. Il a fait tapis sur Finari, c'est tout. Et... Donc, tu regarderas la vidéo et tu me diras... Ouais, je vais regarder. Avec l'œil extérieur. Je vais te donner un exemple concret. La personne s'est braquée. En fait, si tu veux, le problème aujourd'hui... sur LinkedIn, tu vois, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur l'éducation financière des Français en faisant des parallèles complètement absurdes et erronés. Donc, en fait, il expliquait et il pose la question. En fait, il expliquait que les Français ont un niveau d'éducation financière qui est très faible et qu'il faudrait l'enseigner à l'école. Qui a déjà entendu ça? C'est répété à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Il faudrait enseigner l'éducation financière à l'école. Et moi, je lui ai expliqué, si tu veux, donc il posait la question, je lui ai dit, écoute, en fait, les gens étaient tous d'accord avec lui, et je lui ai dit, à mon avis, la réponse, c'est non. Excuse-moi, je viens d'avoir une notification il y a 3 minutes. Microsoft chute de plus de 11% sa pire journée depuis mars 2020. C'est un crack. J'aimerais voir ce que ça implique, une action sur un indice. Je finis mon histoire, donc non, c'est pas de souci. Tu vois, c'est l'actualité. Quand tu parlais de maîtrise d'un sujet, donc la personne, en fait, tout le monde allait dans son sens, et en fait, ce que je dis est totalement contre-intuitif. Non, il ne faut pas enseigner l'éducation financière en fait à l'école. Pourquoi? Parce que pour plusieurs raisons. D'abord, les enseignants ne sont pas compétents. Il faudrait d'abord former les enseignants. Deuxième point, les enseignants en France ne sont pas respectés parce qu'ils ne sont pas payés. Donc, quand tu payes les gens à coups de lance-pierre, tu ne vas pas encore leur rajouter une mission supplémentaire. Troisième point, c'est le rôle exclusif des familles d'éduquer leurs enfants au niveau financier. Et quatrième point qui est très important, la manière dont est organisé l'Occident ou les sociétés, on va dire, ce que j'appelle la matrice de l'argent. L'école forme des travailleurs, des consommateurs. Donc, l'objectif de l'école n'est pas d'émanciper, de faire des gens, de faire en sorte que les gens aient une indépendance financière. Le rôle de l'école, c'est de socialiser, c'est de pousser au conformisme, c'est de pousser les gens à travailler,
à consommer et à se reproduire. Ça, c'est le rôle de l'école. Et donc, le type n'était pas du tout content par rapport à la qualité par rapport à la nature de la réponse. Et je lui ai dit, essayez de prendre un petit peu d'auteur sociologique pour essayer de comprendre comment fonctionne la mécanique générale de l'argent avant de vous offusquer par la nature de ma réponse. Donc voilà, c'était à peu près ce que j'avais à dire sur cet épisode. J'ai plus rien à rajouter, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Non, moi c'est... Faudrait regarder le reste de la vidéo, mais je pense qu'on en a eu pour notre argent. Non, je me le mettrai peut-être pour m'endormir ce soir dans l'avion, tu vois. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour nuancer les propos de Fouad. Ils étaient très très nuancés. Au revoir à tous.